Le Geeking Show, votre podcast 100% geek, made in Maurice. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Geeking Show. Comment ça va les amis? Très bien. All good in the hood. Souple. Ça va. Très bien. On est de bonne humeur aujourd'hui, on dirait. Ah ouais. Oui, pour un On lundi, est le surtout. lundi. Pour un On lundi. adore le lundi ici. Ouais. Pour un lundi, on est de bonne humeur. Donc, on est ravis de vous, d'être avec vous ce soir, en direct sur Twitch. Donc, encore désolé pour la semaine dernière. On a eu des petits soucis techniques au niveau de l'enregistrement, au niveau du son. Et je pense que tout a été réglé pour aujourd'hui. Et on pourra aussi avoir l'émission en VOD. Donc ça, c'est cool pour ceux qui ne pourront malheureusement pas nous rejoindre en live ce soir. Alors aujourd'hui, on va rester un peu dans le thème du jeu vidéo. Donc pour ceux qui étaient avec nous en live pour, on va dire, l'épisode 0, nous avons pu parler des jeux vidéo, un peu de l'industrie du jeu vidéo, du e-sport. Donc c'était un sujet assez vaste. Mais aujourd'hui, on aimerait parler du jeu vidéo comme un médium de storytelling. Donc pendant longtemps, le médium de storytelling par excellence, c'était le cinéma. Les livres. Les livres. Merci. Les chansons, les poèmes, tout ce que tu veux. Pendant longtemps. C'était très les longtemps. livres, ensuite on a eu le cinéma, les séries. Le Donc, théâtre. le théâtre, les comics, bref, il y a eu beaucoup de médiums. Mais plus récemment, les jeux vidéo ont vraiment pris ont vraiment pris leur place en fait dans le storytelling. Et on aimerait pouvoir partager un peu notre avis, ce qu'on pense de ce sujet avec vous ce soir sur cette émission. Donc, moi, je pense que il y a quand même beaucoup de jeux. Bon, récemment, pas mal. Donc, on parle beaucoup des RPG, surtout quand on veut parler de storytelling. Il y a beaucoup d'RPG qui sont quand même fascinants et qui prennent beaucoup d'heures de jeu. Donc, il y a beaucoup à découvrir. Il y a une histoire qui est souvent très riche. Et voilà, donc on va pouvoir en discuter ce soir. Donc, Alde, toi, tu penses quoi un peu de ce sujet et d'après toi, ou bien peut-être, quel serait ton style de jeu préféré qui peut vraiment porter une histoire au public, aux joueurs? Moi, si tu veux mon avis, il n'y a pas photo. Les jeux vidéo, pour moi, c'est un des meilleurs médiums pour le storytelling. Parce que, d'une part, dans les films, c'est vrai, tu as toute une histoire qui a déjà été ficelée, un scénariste qui a déjà pensé à tout. Dans un jeu vidéo, vraiment, Et qui est parfois foireux. Et qui est parfois foireux. Tu n'as pas trop le choix. Tu vas t'asseoir et regarder le film tout pourri, tout pourrave. Mais dans un jeu vidéo, tu as une partie un peu plus active. Tu es vraiment l'acteur de l'histoire, en fait. Et dépendant de certains jeux, où tu as des fins alternatives, des choix alternatifs, tu peux vraiment décider de comment va se dérouler l'histoire. Je prends exemple des jeux de Cage, c'est ça? David Cage. David Cage. Ce sont les jeux Fahrenheit, Heavy Rain, Omicron. et plus récemment Detroit Become Human, qui sont, si tu veux mon avis, pas proprement parler des jeux, mais plus des films interactifs. Moi, je les vois comme ça, mais c'est vrai qu'ils sont vendus sur des plateformes de jeux, donc des consoles, donc on les catégorise comme des jeux vidéo. Et moi, ça me fascine le nombre de possibilités. Tu peux vraiment, par exemple, pour Detroit Become Human, tu peux décider du sort de tous tes personnages. Par exemple, un personnage peut mourir en début d'histoire et le jeu s'adapte en fonction. Et à préparer quelques scénarios, vu que ce personnage-là manque, des personnages vont réagir par rapport à le manque, justement. Ou même tu peux décider que ton protagoniste, tu préfères qu'il soit un anti-héros, tu préfères qu'il soit un enculé de base. Tu as vraiment toute une liberté, en fait, et c'est ça que je trouve génial. Ok. Moi, je pense, donc quand tu parles de jeux justement où tu as des choix à faire,
qui affectent le jeu. Bon, je reviens un peu sur mon coup de cœur de l'épisode 0, donc Armored Core, qui permet en fait justement d'avoir ce côté où tu as des choix, donc des fins alternatives. Donc, si je me trompe pas, le jeu peut avoir 3 fins différentes. Ça me semble, ouais. Et après, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que là, on n'est pas dans un jeu, pour Armored Core, on n'est pas dans un jeu, un open world. C'est des missions, mais l'histoire est quand même assez prenante, en fait. Donc, on arrive à ressentir un peu ce que vit le personnage, surtout quand on arrive vers la fin du jeu où il y a justement ces choix à faire. Et je trouve que c'est ça qui rend le jeu intéressant. Le jeu en général. Donc cette impression de contrôle. Oui. Exactement. Donc il y a l'impression de contrôle, ça c'est une chose, mais c'est aussi que parfois tu arrives en fait tu ressens ce que le personnage ressent. Et ça, je trouve que c'est de la c'est très bien écrit du coup. Donc le script derrière est quand même bien foutu parce que souvent tu ressens vraiment quand tu as fait un choix, il faut assumer. Je profite que tu dises ça parce que par exemple dans Red Dead Redemption, comme dans les deux, tu peux choisir une moralité. Donc tu peux être un cowboy très chevaleresque qui vient en aide à tout le monde, comme tu peux être encore une fois un enculé de service. Et tu ressens un petit peu l'impact sur l'histoire. Tu vois Arthur Morgan qui revient sur ses choix des fois. Et sans trop spoiler aussi, le jeu se termine de façon différente dépendant de ta moralité. Ouais. Et si tu as eu une bonne vie bien remplie, où tu étais le héros un petit peu du Far West, tu as une fin un petit peu plus joyeuse, je trouve. Mais il faut quand même penser que certains jeux te donnent le choix et d'autres te donnent l'illusion du choix. Oui, je pense surtout à les jeux de Telltale. Parfois, tu as vraiment l'impression que le jeu triche un petit peu. Tu as des fins, oui, tu auras des choix qui vont avoir des impacts sur les prochains jeux. Mais il y a quand même, tu te dis, ouais, ils ont quand même voulu que je fasse ça et ça. Ouais, ça donne l'illusion que tu as le choix, mais au fait, non, c'est dirigé sans que le joueur se rende compte. C'est sûr, surtout quand tu reload le jeu parce que tu n'es pas trop content et tu vois que finalement, c'est la même chose. Il se passe la même chose, bébé. Ça ne sert à rien, quoi. Mais ouais, non, pour revenir à Red Dead Redemption, ou d'autres jeux d'ailleurs qui prennent un système un petit peu moral. Mass Effect, d'ailleurs, Mass Effect avec tous ces endings et justement, il n'y a pas que les endings dans tout ça, c'est aussi comment les personnages réagissent, comme tu dis. Et tu peux être respecté de tous dans Mass Effect comme tu peux être détesté de tous aussi dans Mass Effect. Ou tu peux tous les avoir dans ton lit aussi. Ok, oui. C'est Mass Effect. C'est le choix. Par contre, il y a quelqu'un que vous n'avez pas mentionné, pour moi, qui est l'un des plus grands storytellers, je vais dire, des jeux vidéo pour moi, c'est Hideo Kojima. Donc, Hideo Kojima, je l'ai découvert avec Metal Gear. Et pour la première fois dans un jeu, j'ai versé une larme, on va dire. Parce que si vous voyez tous les jeux, surtout même le premier où il y avait des moments vraiment impressionnants, mais c'était plus Snake Eater qui m'avait scotché. Ouais. Franchement, le final, waouh, c'était incroyable. Et vous parlez de storytelling, j'ai une autre façon d'aborder ce sujet, c'est qu'avec un autre jeu qui m'avait aussi marqué, qui est Shadow of the Colossus. Et la façon dont l'histoire est racontée, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de narration. Ouais. Le jeu, tu vis le jeu au fait. C'est une expérience sensorielle et tu as un gars et son cheval, tu n'as pas d'ennemis à tuer. Tu as uniquement, je crois qu'il y en a 13, des titans. 16 enfin un truc du genre, 16 colosses à tuer pour pouvoir faire revivre ta dulcinée. Mais le jeu c'est l'ancêtre de Breath of the Wild, si tu veux. Enfin, pas la grandeur de Breath of the Wild, mais... Je suis totalement d'accord avec toi, parce que même dans Breath of the Wild, je ne sais pas pour ceux qui s'en souviennent, mais tu n'as pas vraiment une directive précise. On te met dans le monde au début, tu as la tablette Switch, un peu chelou. Ouais. Mais le jeu ne te dit pas spécifiquement ce que tu dois faire. C'est à toi de créer ton aventure, c'est à toi de créer ton histoire. Et ce qui est intéressant dans Shadow of the Colossus, c'est que tu n'as pas de map et c'est avec ton épée, avec la réflexion du soleil, qui te donne la direction et que tu te lances dans le truc. Et franchement, c'est une des plus belles faits que j'ai vues dans un jeu vidéo. Franchement, vous dire. Ouais, c'était poétique, c'était magnifique. Tête, hein. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis là parce que justement la manière que les jeux vidéo ils sont écrits est beaucoup plus, j'ai envie de dire plus profond, enfin, parfois plus profond qu'un livre
je veux dire, profond dans le sens que la personne qui joue, vraiment, il plonge dans l'univers, il vit l'histoire. Il n'est pas spectateur de l'histoire, c'est lui qui est le protagoniste, c'est lui qui fait des choix, c'est lui qui paie les conséquences de ses choix. Contrairement à un livre que tu vas lire, tu lis, le protagoniste, il est là, il vit son truc, et toi tu subis, tu es d'accord ou pas avec ce qu'il vit, mais tu es là et tu subis, tout comme pour les films. Voilà, les scénaristes et tout, c'est eux qui décident tout, alors que là, dans le jeu vidéo, on prend quand même un certain contrôle. Il y a cette immersion, en fait, qu'on ne retrouve pas dans les livres, qu'on ne retrouve pas dans le cinéma, et qui est bel et bien présent, en fait, dans le jeu vidéo. Oui, et moi, j'aimerais reprendre un point que Nicolas, il a pu aborder par rapport au jeu où il n'y a pas forcément d'ennemis, où il n'y a pas forcément de... Voilà, tu sais pas trop où est le but, mais surtout le côté où tu peux ressentir en fait le sentiment du protagoniste dans le jeu. Moi, je pense à un jeu qui s'appelle Gris. Je pense que vous devez connaître. Donc, Gris, qui est un petit jeu indépendant. Et en fait, moi, j'ai découvert Gris à travers un ami à moi. Et en fait, l'histoire... non pas l'histoire du jeu, mais l'histoire du créateur du jeu. Donc, comment est-ce qu'il va créer Gris? C'est suite à une histoire d'amour qui finit mal pour lui. Donc, il est en train de vivre une dépression et sa manière de pouvoir, pour cope avec ce qu'il vit, c'est de créer un jeu. Donc, il va créer Gris et en fait, le jeu, le protagoniste ne peut pas parler. Et du coup, tout se passe dans le mood en fait du jeu. Donc, c'est un platformer avec des puzzles. Et plus on avance, plus on découvre des couleurs. Le personnage essaie de retrouver sa voix. Mais ça vous prend au trip quand même. C'est un petit jeu. Donc, une petite production, mais qui, pour moi, ça m'a marqué. Donc, j'ai eu l'occasion de le jouer. Je pense que j'ai découvert l'année dernière. Mais il est beau. Le jeu est d'une beauté, c'est extraordinaire. Je pense que là où c'est important, c'est par exemple, chez beaucoup de scénaristes, ils ont tendance à aborder des thèmes ou aborder des messages qu'ils veulent faire passer. Et Gris, justement, tu fais comprendre que c'est un petit peu le mec qui essaye d'externaliser sa douleur, mais en essayant de créer un monde, en créant toute une histoire derrière et trouver une façon de partager ce qu'il a vécu. Et c'est aussi le joueur, justement, comme tu dis, le jeu est beau, c'est vraiment beau à voir et beau à jouer aussi. Et je pense que c'est vachement sympa de pouvoir partager ce genre d'expérience, que ce soit entre les scénaristes ou entre les joueurs qui viennent te dire « Hey, t'as joué à Gris, mais putain, c'est trop beau !» Tu vois. Et ouais. Tu devais dire quelque chose, Ben, navré de t'avoir... Ah bon. Je sais pas. Pour moi, la première fois où j'ai vraiment réalisé que le jeu vidéo pouvait être autre chose que du gameplay, parce que pour moi, idéalement, le jeu vidéo, c'est du gameplay. C'était quand il y a eu un plot twist à la fin de Link's Awakening sur Game Boy. Il y en a qui l'ont joué peut-être sur Switch. À l'époque, tu joues le jeu, c'est un jeu d'action-aventure avec très léger, les éléments RPG. Et à la fin, tu découvres que tout ça se passe dans un rêve de la baleine. Là. Donc tu es là comme tu dis, what? Tu es en train de spoiler là, Ben. Le jeu, ça fait 30 ans qu'il est sorti. Ça fait 30 ans. C'est un très vieux jeu. C'est un très vieux jeu. 150 Il n'était pas ans, en au moins. couleur. Hein? Tant pis pour vous. Bref, donc ouais, c'est de se dire, waouh, ils ont mis un plot twist. Ou même dans Castlevania, d'en arriver à un numéro où finalement, je ne suis pas arrivé à 100% du château. Et le château Il y a un autre château. Et c'est tout le temps ça, quoi. C'est se dire, OK, où est-ce que vous allez avoir un plot twist? Vous allez avoir un plot twist dans une chanson, dans un livre, dans un film. Vous en avez un dans le jeu vidéo. Et les plot twists, quand vous en avez un très bon, ça reste. Ça reste. Ça reste. Donc ça aussi, c'est une marque de storytelling, je pense.
le plot twist. Et ce qui est intéressant aussi, comme vous en avez parlé, c'est que vous avez vraiment tous ces extrêmes. Vous avez des jeux ouverts, vous avez des RPG, et vous avez des expériences très cinématographiques. Et vous avez aussi des expériences de lecture, hein, des visual novels. Visual novel, ouais. Donc, parfois avec un petit peu de stratégie, parfois avec un petit peu de role-playing, parfois avec des mini-games. Et c'est de la lecture, et c'est des fins, et c'est des protagonistes, et des personnages. Et des plot twists. Et ouais, il parle de visual novel. Moi, je pense beaucoup à... J'en parle souvent, j'en parle tout le temps, la série des Persona, qui m'a montré que tu peux t'attacher à des personnages fictifs, mais à un niveau où tu chiales à la fin, parce que tu ne sais pas. Pour ceux qui ne savent pas, un petit peu le prémisse de Persona 4, c'est un mec, c'est un transfer student comme on l'appelle, donc il ne va pas rester tout le temps, il va rester le temps d'une année, le temps d'un semestre. Et tu t'attaches avec des persos, tu apprends leurs défauts, tu apprends leurs qualités, tu apprends, comme Ben le dit, il y a aussi la partie un petit peu gameplay, donc tu les as dans ton équipe, c'est un JRPG avant tout. Et quand l'aventure s'arrête et tu dois retourner chez toi, tu es en mode la chanson qui commence à jouer derrière, Shoji Meguro d'ailleurs, très excellent. Et tu te dis, je pensais pas que je pouvais ressentir ça pour des personnages fictifs. Ouais. Tu vois? Ouais. Mais il y a tout le canal disait justement l'immersion, donc ça c'est vrai. L'immersion et ça devient de plus en plus courant de s'immerger dans des jeux. Ça peut pas être tout le temps des jeux peut-être avec un scénario. Moi je pense à Elden Ring par contre qui a pas un scénario qui suit un truc, mais l'univers en lui-même. L'histoire de l'univers se vit à travers le jeu. Oui, l'histoire se raconte toute seule chez tous les FromSoft games, la majorité, ouais. Exactement. Et ça, c'est une autre façon de raconter une histoire. C'est une nouvelle façon parce que d'habitude, les films, c'est linéaire, donc il y a une histoire qui suit. Même les jeux, tu prends un jeu comme Uncharted, c'est linéaire, ça suit une histoire. Mais là, non, c'est un univers qui se crée devant toi. Et l'immersion du joueur, c'est que vraiment, tu sens dans son univers. Et en plus, c'est un personnage que tu as créé à part entière. C'est pas un avatar qui est déjà là. Tu as créé ton personnage, tu t'es donné à fond, donné un look à ton personnage, et ça te transporte dans un univers. Et franchement, c'est quelque chose. Et chez les jeux FromSoft, tu as aussi la satisfaction c'est dans l'exploration que tu découvres plus. Exactement. Et tu te dis, ça va, c'était génial que j'ai fait tout ce tour. J'ai découvert une partie de l'histoire d'Elden Ring. Et justement, c'est cette satisfaction d'avoir eu une récompense derrière l'exploration, en fait. Ouais. Ouais. Et il y a CD Projekt aussi qui le fait très bien à travers ses univers avec Cyberpunk. Bon, Cyberpunk, ça a commencé très mal avec les bugs et tout. Mais le jeu en lui-même, le jeu est vraiment époustouflant. Tu parles de CD Projekt, il y avait Witcher, on n'a pas parlé de Witcher. Ouais, Witcher aussi qui est un ténor de RPG avec un storytelling de malade, quoi. Bon, on va parler que du troisième, du coup. On va parler du premier. Du deuxième, le deuxième, il ça bien, passe. Ouais, il était bien. Et le premier... Le premier, c'était... Bon, à l'époque, on me l'a vendu comme le prochain Diablo, donc... T'étais déçu? Non! Il y avait quand même des choses à faire. Vous savez de quoi on parle. If you know, you know. If you know, you know. Bref. Moi, je pense... on n'a pas beaucoup parlé des MMO. C'est vrai que c'est... Moi, je pense là à un MMO qui est toujours bien vivant aujourd'hui, donc World of Warcraft. Seigneur Marie. Donc, qui remonte à quand même... C'est un vieux truc. 150 ans. Ouais. Non, c'est un peu plus, à 170 ans. 170 ans, mais facile. C'est vrai que j'ai quand même pu jouer à pas mal des expansions, mais rien ne vaudra Classic et Wrath of the Lich King. Où en fait, ce qui était bien, c'est que nous, comment on connaît World of Warcraft, c'est à travers Warcraft, donc surtout Warcraft 3. Qui a super lore en passant. Justement, donc l'histoire est excellente et le fait de le pouvoir vivre c'est un peu comme un open world, hein, on va dire le World of Warcraft, de pouvoir revoir les personnages, les différents raids, les donjons, et surtout le fait qu'on peut le faire en ami aussi. Je trouve que c'est génial parce qu'il y a l'aspect storytelling, parce que voilà, le lore de Warcraft est quand même... Il y a
beaucoup à dire, quoi. Et là, tu as les fans de Warhammer qui te disent non, c'est un rip-off de Warhammer, c'est Warhammer le. Chacun sa fanbase, on va pas venir dire que voilà ça. Ceux qui aiment Warhammer, ils aiment Warhammer. Ceux qui aiment Warcraft, ils aiment Warcraft. Et on peut aimer les deux. Exactement. On peut aimer les deux. Donc oui, pour moi, World of Warcraft, c'était, je dis bien c'était parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas joué. Une très belle expérience de storytelling et surtout d'un lore qui a beaucoup à raconter, quoi. Si j'ai bien suivi aussi, tu as aussi le Final Fantasy XIV qui est Oui. très bon au niveau Ça a repris du poil de la bête parce qu'au début, c'était un flop et ils ont amélioré plein de trucs. Et depuis, c'est un MMO qui est très bien accueilli par les joueurs. D'ailleurs, si vous hésitez encore, la communauté, elle est géniale. Ouais. Les gens sont adorables sur Final Fantasy XIV. Et ce sont les mêmes gars qui font le 16, en fait. Qui font le 16. Ah, en plus. Ouais. Donc, Ouais, c'est vrai que souvent, on va dire que le souci avec que ce soit les MMO ou la plupart des gens en ligne, parfois il y a les communautés un peu toxiques, mais c'est vrai qu'on a, comme Aldo dit, on a rarement entendu du mal de la communauté de Final Fantasy Online. C'est une des rares communautés où tout le monde s'entend bien, tout se passe bien. Et puis tu rentres dans dans d'autres jeux en ligne où c'est un peu, ça peut être très très toxique. On va pas rentrer dans les détails parce que je pense que tous ceux qui ont joué en ligne peuvent savoir que voilà, ils ont dû faire l'expérience au moins une fois dans leur vie. d'être toxiques eux-mêmes. Aussi, mais tu vois, tu te fais intoxiquer en fait, tu vois, c'est ça le souci. Et je crois qu'il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée. On a parlé beaucoup de storytelling, on a parlé beaucoup de tout ce qui est dans l'histoire, dans la création des personnages. Mais des fois, tu as envie de t'asseoir, regarder un bon action flick. Tu te dis, j'éteins mon cerveau 2 secondes, je mets un film juste plein d'explosions, un Michael Bay, pour ceux qui aiment. Je suis fan de Michael Bay, moi. Oui, voilà. Et Pour je pense ceux que qui c'est aussi possible dans les jeux Il y vidéo. avait du contenu. Ouais, c'est vrai. Et tu vas vers un Uncharted qui, en soi, est un action flick d'abord, mais l'histoire derrière est toujours assez profonde. Tu t'attaches rapidement à Nathan Drake. Et puis, tu as les jeux là, Doom. Tu as Doom Tu as qui des est... jeux comme Doom. avec les L'histoire est super bourrin complètement. Ouais, c'est un mec qui c'est se des réveille, super on lui morts, dit ouais. tu vas tuer tous les démons. Allez, vas-y. Il change son shotgun et c'est bon. Là, tu as Serious Sam. C'est Sam aussi, qui est un petit peu plus satirique, je pense. Mais ouais, non, t'en as pour tout le monde, du coup, quand même. Ouais, T'en as pour tout le monde. Tu as des trucs vraiment bourrins, mais qui sont entertainés à jouer. Et en même temps, tu as une histoire assez marrante derrière, tu vois. GTA. GTA aussi. Alors justement, Il y a GTA, du petit storytelling. clin Il y a d'œil. énormément de storytelling Tu peux derrière. faire les deux, Ça, en fait. ouais. Et puis, Petit il y a- clin d'œil, justement, excuse-moi, à nos internautes qui sont en train de nous écouter. On nous parle de GTA ici. On nous parle de quoi d'autre? De Witcher 3, Firewatch. Vraiment, c'est vrai, ouais. Firewatch, oui, Firewatch. excellent. Firewatch, GTA, Zelda, Hogwarts Legacy. Oui, aussi, pour ceux qui aiment l'idée de J.K. Rowling. Alors, il y en a qui parlent de God of War. Oui, aussi. Hashtag Plus Noah, salut. particulièrement les derniers. Les qui sont deux un petit peu derniers plus- sont plus juste des cinématographiques. merveilles de storytelling. Je passe jamais sur la trilogie originale, Ouais. mais les deux derniers. C'est Ouais, tu sais qu'il vraiment y un avait pas que les exemple. 3 premiers jeux. Oui, il y avait les jeux sur la PSP aussi. Il y avait Ascension, les jeux. On les a joués aussi. Non, c'est-à-dire Ouais, que solide. le niveau Vas-y. que les deux autres ont emmené, les deux suites, c'est vraiment, ils ont poussé le truc. C'est devenu, tu vois, tu as un personnage super bourrin et qui crache sur tout, qui tue tout le monde, mais dans les deux, c'est le côté humain qui ressort de cette histoire avec une histoire d'un père et d'un fils. C'est sûr. Et c'est emmené d'une façon magistrale avec des combats de malades, des côtés épiques. L'histoire est magnifique. Et franchement, ceux qui n'ont pas essayé aux deux God of War, c'est sans faute pour moi. Ouais. Et puis, on nous parle aussi de Hades ici. Donc, Ah, Hades. Hades. On parle de Hades Hades. toutes les semaines. Hades, on en parle pratiquement tout le temps. Mais Hades, ce qui est fascinant, c'est qu'il prend l'histoire d'une autre façon. Généralement, dans un jeu vidéo, tu dois avancer pour connaître la suite de l'histoire. Dans Hades, c'est quand tu meurs que l'histoire Ouais. avance. Et ça, je trouve ça génial. C'est une idée simple, mais elle fonctionne de malade. Et l'histoire, en plus, elle Et est l'histoire, bien. elle est poignante. C'est Ouais, juste une poignante. adaptation de la mythologie grecque, mais ils le font d'une très Très, bonne très façon. bien. Mention spéciale aussi, on parle de mort là. Fire Emblem.
Ah oui. Ouais, Il y a une mort permanente des personnages. Oui. Ouais. Donc, ça, c'est des traumatismes. Hein, beaucoup d'heures de jeu. Et pour finalement avoir une fin pour savoir qu'est-ce qui arrive à tout un chacun. Hein. Ouais. Et Fire Emblem aussi. Et d'ailleurs, les histoires, il y a les- des numéros, mais les histoires sont surtout les numéros qu'il y avait sur Super Nintendo. Mais l'histoire, c'est du lourd. Quoi. Et il y a un autre truc qu'on a oublié de mentionner et qui font partie de ces jeux avec un scénario qu'il faut vivre une ambiance. Ce sont les jeux d'horreur. Oui. On parle de Ah oui. Days Gone ici. Days Gone Oh, aussi. on parle de Ça- Silent Hill. Silent Hill, Resident Evil. Ouais. Quoique, c'est exactement ces deux extrêmes. Là, hein. Ouais. Ouais. T'as le action d'un côté, le psychological de l'autre. Ouais. Exact. Donc il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a Ouais, pour tous les vraiment. goûts et l'immersion niveau horreur. Dead Space. Dead Space aussi, encore une fois, pour tout le monde. Donc, Ouais. t'as du psychological et de l'action dans un seul package. Et franchement, l'horreur, moi, c'est. Je peux vous dire que ça rejoint vraiment le joueur. Moi, j'ai été traumatisé plusieurs fois par les jeux d'horreur. N'est-ce Donc, pas? du coup, j'ai mis un peu des pauses par rapport à ce style de jeu. Un jeu pitié. Non. Ah. Non, Est-ce non, que quelqu'un non. PS... Est-ce que quelqu'un a une PS4 joue en avec petit plus. dessus? Ouais, et Ben a Envoyez-nous un toujours message du coup, privé, on fera on signer à fera, on Cédric. fera Ben Ouais, ça, la lumière, on va Cédric te ça mettre tout seul sort. dans- Bah, une pourquoi salle, on pas, va bah, filmer. du coup, allez, pourquoi pas un stream spécial horreur pour Halloween. On va essayer de faire peur à Cédric. On note. Ouais, donc, celui qui arrive à faire peur à Cédric avec un de ses jeux. Anaïs ne sera pas là, mais bon, ce soir-là. Ouais, moi, j'imagine déjà la scène où voilà, je suis dans un jeu d'horreur. Et là, tu vois, il y a la tension qui monte. Je commence à avoir très peur. Et puis, il y a mon chien qui aboie. Et puis, moi, je meurs. quoi. Resident Evil. Je meurs devant mon lit. 5. 7. 7. 7. Le 7. Oui, le 7. Je l'ai terminé dans le noir et franchement, c'était quelque chose. T'aurais pas dû le jouer dans le noir, toi. À tous ceux qui ont joué à Resident Evil 7, t'as qu'à leur parler de bébé. Et je crois que cette Non, ça, scène-là- c'est le 8. Ça, c'est le 8. Ça, c'est le 8. C'est le Le 8. 7, c'est ça. C'était... C'est dans les marées, là, avec marées, très massacre à la tronçonneuse comme ambiance. Faut lui ouais. faire jouer ça. Ouais. Bon, ben, on verra. Je note. On verra. Alors, dans le chat, là, si Cédric doit streamer un jeu d'horreur pour Halloween, ben, vous pouvez voter dans le chat. Et après l'émission, ben, on verra quoi faire. Vous avez juste à mettre un pouce pour dire si vous voulez que je joue un jeu d'horreur ou pas. Five Donc, Nights aussi, tu sautes? Pardon? Five Nights. Je crois pas qu'ils connaissent. Five Nights at Freddy's? Ouais. Tu Euh, sautes? tous les jeux d'horreur. Ok, d'accord. Et pourtant, les films d'horreur, ça va. Mais je suis comme ça avec mon siège, tu vois. Il y a Non, le stress qui monte, mais Comme on a les dit, jeux d'horreur, vrai- c'est vrai qu'un différent. film d'horreur, tu regardes, tu es pas tu rentres dans le film, oui, mais c'est pas comme si tu vivais l'expérience, tu vois. Alors qu'un jeu d'horreur, c'est différent. C'est ça, les films, il y a les jump scares. Ouais. Maintenant, il faut que le film il soit quand même bien fait. Exactement. Mais dans le jeu, le moins de petits trucs, ça te fait flipper, quoi. Donc, C'est juste qu'il y a la manette qui est en train de vibrer en même temps. Et... C'est surtout le son qui fait Oui, le travail. le son. L'atmosphère, Ouais. ouais. tu sais, tu rentres dans une salle, tout se passe bien, plutôt bien. Tu rentres dans une salle, la musique change. Tu regardes autour de toi, il n'y a rien qui a changé, donc tu te dis, mais Et t'as il se passe t'as quoi? un bébé qui rit dans le coin de la salle. Mais moi, j'étais un ordi, je peux pas. Ben justement, on te dit, Cédric, te l'équerre pas pareil pour un jeu d'horreur. Ça, Ah, non. c'est les internautes qui le disent. Non, je pense pas. Bon, on verra. C'est Halloween quand même, ça peut être fun. Mais et puis ça peut être fun surtout pour ceux qui regardent le stream. Pas fun pour Cédric. Pas fun pour moi, mais ce sera très fun pour vous. Donc ouais, on verra, pourquoi pas. Ah, ben, je pense qu'il y a, pour revenir un peu au thème, il y a quand même un classique que tout le monde a joué. FIFA? Ah, il y avait un mode histoire dans certains numéros. le mode histoire maintenant. Je je rigole, il y vois, avait hier. le choix. Non, Alors- sérieux? Oui, oui. Oui. Donc non, je parle pas de FIFA, mais je parle de Pokémon. Oui! Ouais. Pokémon, t'as une histoire. Quand même! Mais je pense que si... Plutôt médiocre, les- sauf le dernier, Scarlet et Violet, que je retiens un petit peu. Non, mais Et Arceus, le il reste, était bien. Arceus, t'as quand même une histoire derrière. C'est différent Il y a une de ce histoire. qu'on a eu Arceus, c'est avant. un isekai. C'est littéralement ça. Ah, bah, Isekai, C'est bien storytelling, l'histoire. quoi. Il faut attraper les Pokémon. Attraper les tous. Non, Ouais. mais l'histoire de Arceus, c'est quand même bien. Le seul truc qui était nul avec Arceus, c'est au niveau de l'image, la qualité de l'image. Les graphismes, tu veux dire? Oui, Oui. c'est Le jeu, il est pas beau.
Il est vraiment pas beau, mais l'histoire... Je vais peut-être te contredire là-dessus. Vas-y, contredis-moi. Une bonne histoire peut sauver de mauvais graphismes. Exactement. Oui. Exactement. Donc l'histoire dans celui-ci n'était pas assez bien du coup. C'est pas assez bien du C'est coup. ce qu'on a dit, hein, Voilà. Pokémon. Non, mais je suis pas trop d'accord avec Pokémon parce que pour moi, Pokémon, ça reste une histoire assez linéaire, un petit peu. Tu te réveilles un matin, tu décides, je vais dehors, je vais battre tous les champions du monde. C'est Et vrai tu que- peux le faire. Et tu peux le faire. Ouais, tu peux le Il y a faire. des fins alternatives? Non. Non, pas de fin alternative. Non, et non, puis. Tu as des choix? T'as pas de choix. Les dialogues sont pas inspirants. Ça t'inspire pas grand-chose. Et on a Je mangé des crache pas sur potato la mochi. franchise. Il n'y a pas de monologue ou quoi que ce soit. J'ai joué à pratiquement tous les jeux Pokémon de la franchise. Je crache pas sur la franchise. C'est vrai, on a joué. Pas tout. Moi, En passant, Ben, c'est déjà que tu été chercher des Pokémon à quel pipe là? Pokémon Go. Maintenant, je joue Monster Hunter. Moi. Ah oui, Ah en oui, plus, oui. ouais. Aussi. Mais non, pour en revenir, Pokémon, après Scarlet et Violet, les deux derniers, qui ont fait un petit peu un côté sci-fi avec un plot twist d'ailleurs. Si on parlait plot oui, twist. c'est bon alors. Non, Gros mais plot dis pas. Il y a des gens qui l'ont pas Je vais joué. forcément pas parler du plot twist, mais ouais. Scarlet et Violet m'a surpris au niveau de l'histoire. C'est les derniers qui sont sortis, c'est ça? C'est les deux derniers qui sont sortis. Ils ont pris un petit côté un petit peu sci-fi, un petit côté. Ok. Ouais, non, mais il faut vraiment. Non mais Aldo, c'est quand même il y a quelque chose de génial. Tu dois combattre un dieu avec des Comme dans sacs tous de les parfum. JRPG. quoi. C'est original, hein? Quand faut combattre un dieu, c'est original. Battre un dieu, non mais battre un dieu avec des sacs de parfum et de bouffe. Ouais, Je veux pas aller loin. tu dois Final savoir Fantasy, viser. t'envoies des cailloux sur ton boss, man. Non, mais tu dois Si t'en as surtout l'envie, savoir on va faire. viser, les gars. Waouh. Bref, T'as très belle Sephiroth, expérience. Sephiroth, c'est un dieu cosmique. Tu as une petite bombe dans ton inventaire. Tu c'est bon, tu vois. Et tu peux le last site avec ça? Et aussi, Wow. si tu veux. Imagine la honte quoi pour Sephiroth. Bref. Anyway. Ben écoutez, moi je pense que voilà, on a fait un peu le tour du sujet. Donc merci à vous aussi. Oui, il y a pas quel titre qu'on n'aura pas mentionné, mais. Ouais, mais Ouais, écoute, mais il y a désolé tout le trop. il y a des milliers de titres, donc c'est difficile de. La personne qui a de faire mentionné le tour. Firewatch, respect. Kudos. Respect. Respect. Les gens l'appellent Walking Simulator, mais moi je vois juste une belle histoire derrière. Hmm. Ouais. C'est comme Death Stranding. C'est vrai. Ouais. Comme Qui a une super histoire. Takes Two, ouais. It Takes Two. C'est génial aussi. Donc voilà, on peut pas justement faire le tour de tous les jeux, de tous les grands jeux RPG, storytelling, etc. Mais merci pour vos commentaires. C'est vrai qu'on est quand même d'accord sur sur la plupart des jeux que vous avez mentionnés en fait. Et on va passer à la deuxième partie de notre émission. Donc nos coups de cœur ou coups de gueule du moment. Donc je vais laisser la Et parole j'ai commencé à... la semaine dernière, hein, c'est doux. J'ai même pas eu le temps de dire son nom à Nicolas. Donc Nicolas, c'est quoi ton coup de cœur du moment? Ah ben, j'ai passé le week-end à binge watch mon coup de cœur. Finalement, Wow. c'était un coup de cœur. J'avais un peu peur que ce soit un coup de gueule, mais finalement, non, c'est un coup de cœur. Et donc, c'est la dernière créature de Mike Flanagan. Donc, c'est Fall of the House Usher. Donc, je pense que beaucoup connaissent déjà Mike Flanagan pour Haunting on Hill House. Mais, comment s'appelle déjà le truc là? Midnight Mass. Dernièrement, c'était films. Midnight Club, adaptation de Christopher Pike. Classe même. Ouais. Et là, il nous revient avec malheureusement sa dernière collaboration avec Netflix parce que après son contrat se termine et on ne sait pas où il va aller. Est-ce qu'il se C'est vrai que celui-là marche au fait, non? Peut-être pour renouveler. ouais, mais je pense que vu le niveau, je pense que ça devrait marcher. Ouais. Et donc cette fois-ci, il s'attaque à un monument de la littérature fantastique, de la littérature policière et fantastique. On va parler de Edgar Allan Poe. L'horreur, donc. L'horreur, ouais. Edgar Allan Poe, c'est l'ancêtre de tout ce qui est venu après en termes d'horreur, donc Stephen King, Lovecraft et même Agatha Christie. Tout ça, ça découle d'Edgar Allan Poe. Et House of Usher, l'ingéniosité de la série, c'est que Flanagan
nous propose une adaptation, mais en même temps, il prend l'œuvre de Poe, il le transcende et il lui donne un véritable hommage à tout ce que le gars a écrit. Donc, chaque épisode prend une des œuvres d'Edgar Allan Poe. Donc, si vous êtes fan d'Edgar Allan Poe, vous connaissez sûrement The Black Cat. Collège. Malheureusement, non. The Black Cat et Mask of Red Death, Putain de Pendulum. Donc, tous les titres des épisodes reprennent, au fait, une des histoires de Poe. Et Flanagan, il raconte une histoire, c'est une histoire complète, et tout est imbriqué pour donner un véritable univers à son récit. Donc, l'histoire, c'est quoi? C'est une famille sur laquelle il y a une espèce de malédiction qui commence à tomber, et un par un, ils se font descendre, en fait. Je ne vais pas aller plus que ça. Il faut aller découvrir. Mais Flanagan, en tant que storyteller, pour moi, c'est un maître. Même ces films sont bons. Hein. Non, c'est un maître. Il n'y a pas que des séries télé, vous avez aussi des films qui sont sur Netflix. Exactement. Donc, vous avez en termes de dialogue, en termes de monologue qui sert l'histoire, en termes de personnages, les acteurs, tous les acteurs, si vous avez suivi tous les films de Flanagan, toutes les séries, ils sont tous là. Il les a tous réunis pour en faire un dernier barreau d'honneur. Et toutes les subtilités du scénario, toutes les on va dire les easter eggs, pour ceux qui connaissent Edgar Allan Poe, vous allez vous range. Franchement, un petit exemple, il y a un personnage qui s'appelle Dupin. Dupin, c'est une espèce d'enquêteur. En fait, Dupin, c'est le premier enquêteur créé dans la littérature. Donc, s'il y a eu Sherlock Holmes, s'il y a eu Michael Poirot, c'est grâce à ce gars-là. Et il apparaît dans une des nouvelles qui s'appelle Murder on Remorque, dont je ne vais pas raconter l'histoire parce qu'il y a un épisode qui se tourne autour. Et ce personnage, il apparaît dans la série et il a un rôle super important. Il est top. Et même vous allez voir, tous les personnages, leurs noms ne sont pas anecdotiques. Si vous faites des recherches sur Edgar Allan Poe, vous allez savoir pourquoi il a nommé tel personnage, comme ça, etc. Et bien sûr, il nous achève avec un final magistral. Un final qui donne la chair de poule et qui propulse le gars. Franchement, il est... Un maître de l'horreur. Un maître de l'horreur, exactement. Bon, on va dire qu'il n'y a pas vraiment... Bon, ça c'est un petit côté, un point faible du film. Il n'y a pas vraiment de niveau de jumpscares comme il a su nous en donner par le passé. Je pense surtout à Hill House avec des jumpscares de malade. Il n'y a pas vraiment ça. Mais c'est juste sur l'ambiance, sur la façon qu'il emmène l'histoire. Franchement, bon, le premier épisode prend un peu de temps à dégarer, mais avec le deuxième épisode, ça propulse ce truc. Et à chaque épisode, ça continue à monter. Ça continue à monter jusqu'au final où il nous achève vraiment avec son histoire. Okay. Et avoir une séquence, une espèce d'orgie avec du Nine Inch Nails en musique de fond, et que se termine par une espèce d'orgasme visuel un peu décidément malsain, mais ça va dire c'était fair play, aujourd'hui c'est ça. Donc franchement, ça vaut le détour. Les 8 épisodes, je les ai mangés comme des petits pains. Tu avais faim? Oui, en fait, ça fait longtemps que je n'avais pas binge-watch un truc. Effectivement, ça fait très longtemps que je n'ai pas binge-watch un truc. Je crois que le dernier que j'avais binge-watch, c'était Dahmer, je pense bien, à l'époque. Et là, franchement, c'était quelque chose. Bon, pour ceux qui aiment ce genre de truc, franchement, foncez. House of Usher, c'est de la bonne. Okay. Merci Nick. Moi, je pense que j'avais envie de le voir. Ben là, tu me donnes encore plus envie. Quand je dors. Oui. C'est la magie du movie sensei. La magie du movie sensei, exactement. Ben moi, je vais rebondir. C'est notre terme maintenant. Rebondir un peu parce que je vais parler de séries aussi. Mais moi, ce sera plus Disney+, où je vais parler de Ahsoka. Donc, en fait, j'ai voulu attendre un peu pour parler de Ahsoka, que les gens les gens ils ont le temps de voir Ahsoka. Et puis voilà, pour moi aussi, pouvoir digérer la série. Étant grand fan de Clone Wars et Rebelle, Ahsoka c'est la nouvelle saison. C'est la nouvelle saison de Star Wars Rebelle. Et en fait, pour ceux moi j'ai vu sur beaucoup de forums, beaucoup de posts sur Facebook où il y a des gens en fait qui n'ont pas regardé Clone Wars, qui n'ont pas regardé Rebels et qui viennent critiquer Ahsoka pour dire que l'histoire ceci, cela, gna 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 gna. Donc
Ils comprennent pas, en fait. Ils comprennent on pas. se calme parce qu'ils comprennent pas les références, ils comprennent pas d'où ça vient en fait. Et Mais justement, le truc, c'est que quelque part, ils n'ont pas tort non plus. ben si tu commences disons tu as une série de films, tu commences avec le 4e, on fait une référence au premier, tu dis mais je comprends pas. C'est la faute à l'épisode 4, hein. Dessus, je suis pas Voilà. trop d'accord parce que j'ai pas regardé On Clone parle Wars, j'ai pas terminé Rebels, mais par contre, à ce cas, j'ai raccroché. Hein. Mais tu vois, c'est ça, moi je pense que sur internet les trolls Non, mais ils sont chiants. Quelque part aussi, il faut pas se mentir. Tu n'es pas obligé d'avoir vu pour pouvoir apprécier. Exactement. Non, exactement. non, je pense que vous avez raté le point. C'est juste que je suis d'accord. Vous n'êtes pas obligé d'avoir regardé Clone Wars et Rebels pour apprécier Ahsoka. Mais les trolls qui viennent te dire que Ahsoka c'est de la merde parce qu'ils comprennent pas l'histoire et qu'il y a trop de références à autre chose qu'ils n'ont pas regardé, ben allez regarder quoi. Tu peux comprendre aussi seulement. Si genre tu as regardé que les films Star Wars au cinéma, Ahsoka, tu sais pas qui c'est. Ben si tu as Exact. suivi, oui c'est vrai, mais si tu as suivi les séries, tu vas voir déjà qui c'est. Donc c'est un peu quand on regarde la continuité. Donc Mandalorian, Boba Fett, maintenant Ahsoka, ben c'est justement c'est dans une continuité. C'est comme si tu regardais les séries Marvel, ça va être la même chose. Tu auras toujours des clins d'œil aux autres séries, tu auras des clins d'œil aux films. Donc il faut quand même suivre parce que sinon il y a des références que tu vas pas forcément comprendre. Là n'est pas le débat. Ahsoka était une série excellente. Sans transition. Les personnages sont vraiment bien. C'est sympa de voir un bon female lead dans Star Wars. Je parle surtout par rapport à la dernière trilogie. On va pas rentrer dans un grand débat par rapport à ça. Ça n'existe Non. pas. J'ai quand même apprécié les 7, 8, 9, mais c'est vrai que Ahsoka ramène vraiment ce female lead qui est vraiment extraordinaire quoi. Tu t'attaches au personnage et ce qui est vraiment excellent en fait, c'est la transformation, le character development que tu peux voir d'Ahsoka, donc du premier épisode et vers le 6, 7 et dernier épisode, où il y a vraiment une transformation du personnage, où elle vit quelque chose qui lui permet en fait de grandir. Comme Gandalf, quoi. Et exactement, j'ai venu, on peut vraiment faire ce parallèle avec Gandalf, où au début, même quand elle est introduite dans Mandalorian, toujours en gris, à la fin de Rebels en gris, et là où tu vois qu'elle revient en blanc, et que la personnalité a changé, a évolué. C'est un upgrade, mais Ahsoka c'est pas the only star of the show parce que Baylan Skoll, Oui. waouh, Son âme. waouh, oui, Ouais. paix à son Paix à son âme. âme. Parce que Mais franchement, c'est. franchement, on a aimé, c'est un super méchant quoi. C'était excellent. On oublie presque Thrawn par rapport à la performance de Baylan Skoll. Parce que Thrawn, quand même, on attendait de voir donc l'histoire de Thrawn et d'Ezra par rapport à justement ceux qui ont vu Rebels, parce que Thrawn a quand même une place très importante. On attendait de le voir, on le revoit, on entend la voix déjà. Et là, ça te prend au trip parce que justement, c'est le même voice actor, donc ça, c'est vraiment C'est le sympa même ce qu'ils ont acteur fait. tout court. Exactement, c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait. Mais Baylan Skoll est quand même un nouveau personnage qui est excellent. Et je trouve que l'histoire, ça se voit en fait que ça va mener vers le film qui sera produit par Dave Filoni, donc Ouais. qui a été annoncé le Star Wars Day. Mais moi, je trouve qu'ils auraient peut-être pu attendre après Ahsoka pour annoncer qu'il allait y avoir un film du Mandoverse, quoi. Tu n'as pas été un peu déçu par Sabine, non? Parce que d'un coup. Déçu, je sais pas. Le personnage change, au fait. Ils ont complètement changé le personnage. Le quelque personnage part. change, mais je pense que quand tu regardes les épisodes, tu comprends un peu la relation qu'elle a eue avec Ahsoka. Tu vois que c'est dur en fait à vivre. Tout ce qu'elle a vécu pendant ce temps, c'est difficile. Et que c'est vrai que la Sabine que tu vois dans Rebels et celle que tu vois dans Ahsoka, c'est que c'est pas trop la même chose quoi. Il faut Oui, se mais dire parce qu'entre-temps, à la fin de Rebels, je la voyais bien macho quand il y avait justement l'épilogue Oui. qui sert quelque part après dans Ahsoka. J'ai vraiment l'impression que c'est le même personnage. Ouais.
J'ai l'impression limite qu'elle est redevenue une gamine incapable à certains moments de l'histoire et limite énervante. C'est vrai, parce que quand tu regardais au niveau des combats dans Rebels, on va dire que Sabine, elle se débrouillait très bien toute seule. C'était un top player, Et c'était un des tops dans tout ce qui est les Mandalorians, etc. Et là, c'est un peu moyen. Tu parles des combats, justement. Est-ce que tu... Oui. Pour passer le point noir du truc, Oui, carrément. c'est vrai que les combats, c'est pas fou. On comprend les influences seulement. Oui, on comprend les influences, mais au niveau les chorégraphies aussi c'est bien exécuté, mais il manque un peu de. Je sais pas comment dire. C'est quand on n'a pas le même niveau de combat. C'est quand j'ai vu un personnage qui a fait la première trilogie, quand je le vois combattre comme ça, je dis mais je n'ai jamais combattu comme ça, désolé. Je vais pas spoiler c'est qui, mais quand ce personnage est apparu et qu'il y a eu un combat avec lui, je me dis mais on est très très loin du niveau de Lucas, quoi. Ouais, je me dis que bon. Après, ça dépend aussi de l'acteur. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas, l'actrice, j'ai l'impression qu'elle fait ses cascades elle-même. Donc, du coup, tu es peut-être un peu limité parce que si elle n'est pas cascadeuse à la base, tu vois, je pense qu'elle fait quand même un très bon job, quoi. J'aurais dit que c'est plutôt la mise en scène qui fait que je sais pas, mais quand je compare la mise en scène par rapport à, par exemple, Mandalorian, le final de la deuxième saison avec Luke Skywalker, le combat, il était bien, quoi. Oui. Il était bien, ouais. Ouais, et même ouais. Mais c'est vrai que tu as un combat. Bon, allez, on revient du coup sur la dernière trilogie, mais tu as le combat entre Luke Skywalker et Kylo Ren, qui pour moi combat et du coup qui est quand même un beau, c'est un très beau combat en fait. Et je trouve que ce qui est sympa, c'est qu'ils ont fait en fait appel aux dernières technologies pour les mouvements, la chorégraphie, etc., qui est quelque chose qu'on aurait pu avoir peut-être dans les séries. Mais bon, moi, comme je dis, elle est actrice avant d'être cascadeur. Et je trouve que c'était quand même bien joué. Je pense pas que c'est le problème parce que même l'antagoniste, là, c'est l'élève du méchant, là. Ben, tu vois qu'elle a du potentiel, au fait. Mais c'est juste mal filmé. C'est le combat et c'est en cut, tu vois. Oui. Ouais, moi, c'est ça le problème. C'est le montage qui fait que. C'est vrai. Ouais. Ces combats-là, c'est mou du genou, quoi. Sorry. Non, ouais, c'est vrai. C'est peut-être le point faible de la série. Mais au niveau de l'histoire, on est quand même bien gâté, quoi. Franchement, la série était sympa. Ça vend du rêve. On peut dire ça. Ouais, là, on a hâte de voir la suite, quoi. Et ça n'a pas l'air d'être annoncé. Non, ils ont dit qu'il y avait un film, on ne sait pas quand, mais on attend. Ça va être dur de faire un film avec Tron comme méchant. Je veux dire, il n'a pas été très efficace. Hein. Ah. Non, c'est vrai qu'il y a... surtout pour ceux qui ont pu lire les bouquins, il y a quand même, je pense qu'il y a une différence en fait avec le front qu'on voit à l'écran. Il y a beaucoup qui vont te dire que au niveau du, comment dire, tous ces master plans, etc., en fait, c'était que tout a foiré, quoi. Et rien n'a marché. Le seul truc qu'il réussit à faire, c'est se casser. Mais après, les gens, ils sont toujours là. Tout le monde est vivant. C'est ce qui m'a rendu triste, c'est que tu vois, ce personnage-là, ça a été tease depuis un certain temps. Et quand ont vu Rebels, ont lu les bouquins, tout ça, ils savent déjà que c'est un mastermind. Quand tu le vois dans la série, je me dis, mais... C'est Shredder. Ça me fait penser à Kingpin dans Hawkeye, tu vois. Ah oui, oula. Oui. Ça me fait penser à ça et je me suis dit, mais... C'est ça un truc souvent dans ces séries-là, c'est que tu as des level down à tout moment. Là, par exemple, cette semaine, on a eu Loki. Loki fait ça, tu vois, depuis la saison 1, il fait des level down. On oublie qu'il peut faire des choses, et puis, on se souvient qu'il peut faire des choses. Non, oui, franchement, ouais, Loki... En vrai, Loki, je suis un peu perdu là en ce moment, mais... Je sais pas comment regarder, donc... ouais, mais Loki, non, mais sans spoiler, mais c'est exactement comme Ben dit, hein, parce que Loki, tu le vois dans les films, c'est un dieu, il a plein de pouvoirs, il fait plein de choses. Et puis, tu as la série, il sait plus rien faire. Guignol. Et puis, tu as une gestion, il se rappelle qu'il peut faire ça. Non, mais même toi, je dis, mais Loki pouvait faire ça. Tu sais plus, quoi. Mais c'est le La série aurait tenu en 2 épisodes s'il n'avait pas oublié comment faire certaines choses. Et il a oublié des trucs, je dis, mais c'est le multivers, on peut tout se permettre. On parlait de l'écriture, plutôt. Ouais, de bonne écriture. Ben, écoute,
Le jeu Star Wars, là, Survivor et celui qui a précédé, l'histoire est sympa. Ah oui, Voilà. ouais, effectivement. Donc voilà. Peut-être qu'il faudrait se retenir je rigole. Donc voilà, mais pour moi, mon coup de cœur, du coup, c'était Ahsoka avec quand même un petit coup de gueule, quand même. Oui, Ouais, on est un petit peu amer parfois. Ouais. Donc, Ben, du coup, toi, tu voulais nous parler de quoi? Ah, moi, je vais vous parler de manga. D'une série, enfin d'une série de séries que je suis sur l'application Webtoon. Donc, qu'est-ce qui manque parfois dans le manga? Pour ceux qui suivent le manga toutes les semaines, tous les mois, des titres particuliers, c'est cette idée d'univers connecté. On parlait de Star Wars, c'est des univers connectés. Vous avez des séries connectées. Ben, souvent, dans le manga, vous n'avez pas ça. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'univers de Lookism qui est sur l'application Webtoon, donc c'est gratuit à lire, et qui est, à partir d'un seul titre, vous avez plein de spin-offs avec différents personnages, différents protagonistes, et où il y a tout le temps un lien. Alors, c'est brillant. Alors, effectivement, je sais, sur le manga, vous avez des spin-offs, etc., mais c'est souvent le même principe, on va dire. Alors que là, dans Lookism, chacun des spin-offs a sa propre touche, mais il y a tout le temps une thématique récurrente qui est le bullying. Donc, Lookism, c'est quoi? C'est un webtoon, donc ça a été fait pour portable. C'est facile à lire, c'est en couleur, ça sort toutes les semaines, et ça se suit. Ça finit aussi pareil comme un manga avec souvent comment on appelle ça? Une fin en queue de poisson, là. Merci. Un cliffhanger. Voilà. Cliffhanger. Donc, à l'origine, Lookism, ça commence très léger. C'est l'histoire d'un garçon qui se fait bully, un petit gros sympathique. Et finalement, du jour au lendemain, il se retrouve avec un deuxième corps de beau gosse qui peut utiliser la journée pour aller en cours et qui peut utiliser aussi pour des quiproquos. On se dit, c'est quoi ce truc? L'animé sur Netflix, vous pouvez commencer là-bas. Et puis, tout à coup, ça va autre part. Ça va dans des bastons de rue, ça devient du beat 'em up, ça devient des one-on-one, des combats acharnés, sanglants dans des ruelles, avec de la musique derrière. C'est juste génial. Ça change de registre complètement pour vous donner quelque chose d'aussi badass que ce que vous aurez pu lire dans un manga. Et là, vous dites, OK, sympa. Et puis là, vous découvrez que vous avez un autre titre. Vous avez Viral Hit. Viral Hit, le protagoniste qui se fait bully, encore une fois, découvre une chaîne YouTube qui lui permet d'apprendre à se battre et à contrer chacun des styles de combat auxquels il fait face. Et par la suite, donc du coup, il y a de la baston, il y a des gros méchants, ça va permettre aussi de dénoncer différents fléaux qu'il y a en Corée, le cyberbullying, l'enlèvement, le trafic d'organes, tout ce que vous voulez. Et ça leur Viral Hit. Donc je dis, OK, sympa. Sympathique. Et puis là, vous découvrez qu'il y a Manager Kim. Manager Kim, c'est qui? Manager Kim est un sensei, antagoniste secondaire parfois, dans Lookism et dans Manager Kim, son propre spin-off. Sa fille se fait enlever comme dans Taken, enfin elle disparaît, on ne sait pas si elle est morte, vivante, et le gars, il va casser des culs, lui et deux de ses potes, pour retrouver sa fille. Commandeux, quoi. Oui, mais c'est génial. Genre, le mec, tu sais, genre, il était agent secret North Korea, South Korea. Il fait tout. Mais il éclate Liam Neeson, quoi. Genre, il faut juste découvrir, c'est génial. Et le truc, c'est que les deux potes qui l'accompagnent, justement, un de ses potes, là, c'est un champion de taekwondo. C'est le père d'un des protagonistes de Viral Hit. Et l'autre gars, c'est le père d'une des protagonistes de My Life as a Loser. My Life as a Loser, autre titre. On dirait pas de Porto, là. Vous suivez jusque-là, j'espère. Ouais, c'est dingue. Hein? Autre titre. J'espère que vous arrivez à suivre chez vous. Parce que... Non, mais c'est dingue. Vous vous rendez pas compte. Vous êtes en train de lire le truc et là, vous tombez sur un personnage qui était dans un autre, ou qui est lié, ou qui est le père. Et là, vous dites, mais c'est comme ça que le MCU a marché, tu vois, au début. Ouais. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Pas juste pour vendre le prochain produit, mais comme si vous étiez juste content de retrouver un personnage. Et donc, vous vous retrouvez avec 6, 7, 8 titres
dans le même univers, avec différents protagonistes, différentes palettes graphiques, parce que les combats, les dessinateurs sont différents. Les auteurs, parfois, c'est le même auteur sur 2-3 titres, mais après, c'est pas les mêmes. Et c'est juste passionnant à suivre. Le tout dernier, là, Juvenile Offender, le protagoniste... Juvenile Offender. Ouais, c'est pour te Titre dire. de malade, quoi. Non, mais le mec, tu vois, il est défiguré. Il a foiré toute sa vie. Et du coup, il décide de se venger parce qu'il sait que la loi a protégé les gens qui ont bousillé sa vie parce qu'ils étaient trop jeunes. Et du coup, il va se venger. Et c'est l'élève du gars dans Violent Hit. Donc, je n'ai pas terminé. Attendez. Un autre que j'ai oublié de mentionner, c'était... Wait, there's more. There's more. Non. My Life as a Loser. Je n'ai pas encore fini de raconter celle-là. Dans celle-là, vous suivez le bully qui se retrouve dans le corps du garçon sur lequel il s'est acharné à l'école, 3 ans le passé, pour essayer de corriger ses torts. Putain, c'est un mindfuck ce truc-là. Il y a de tout. Il y a de tout pour tout le monde. Et sans Tu as oublier... besoin d'un Google Maps comme si pour suivre Oui, le mais... truc. On dirait Santa Barbara, là. Qui ça n'avait dit, là? Vous avez regardé Ahsoka, vous savez bien qu'il y avait le foutu, la map Star Wars, il faut regarder tel truc dans quel ordre. C'est pas compliqué pour vous? Questism. C'est quoi ça? Encore un spin-off de Lookism, dans lequel, cette fois-ci, Il y a des quêtes. le protagoniste reçoit des quêtes dans la vie de tous les jours où il lui permet d'acquérir de nouvelles habilités et de nouveaux alliés. Gamer comme ça. Ouais. Donc, juste génial. Lancez-vous. Commencez avec Lookism, malgré que c'est celui qui est le plus moche, entre guillemets, mais c'est le plus vieux. Le début, plein de quiproquos, un petit peu léger, très drôle. Mais une fois que ça commence à éclater des culs... Les derniers chapitres. Oh mon Dieu, c'est du génie. Et en plus, c'est de la musique. Vous lisez sur l'application. C'est pour ça que je recommande aussi de lire sur l'application officielle. Webtoon. Vous avez de la musique, vous avez des webtoons où il y a des animations, vous avez des webtoons. Vous avez vraiment pour tous les goûts, horreur, fantastique, etc. Faites-vous plaisir, découvrez un webtoon demain si vous n'avez pas encore touché à ça. Merci Ben. Merci Ben. Merci Ben. Même Franchement, si ton scénario était très Nolanesque. Complexe. non mais ça donne envie. Ah oui, j'avoue. Nolanesque. Je peux attester, c'est génial. Merci Ben. C'est geek. Ah ouais, là, je pense que c'est 200% geek ce truc. Extra. Bah ouais. T'as jamais vu autant de beaux gosses aussi réunis dans une seule franchise. C'est incroyable. Non, ça te donne envie d'aller à la C'est Chine. vrai, hein, c'est fou. Non, mais non, c'est bon. Tous les protagonistes sont moins de 20 ans. Faut jamais pas catch-up, c'est bon. Merci Mieux vaut Ben. tard que jamais Ben. Alors, Anaïs, toi, tu nous parles de quoi? C'est quoi ton coup de cœur? De beaux gosses, justement, on va parler de Carmen Berzato. Pour ceux qui connaissent pas. Ah oui. Oui, il est beau. On va parler de Kaomi dans The Bear, la série qui est disponible sur Disney+. Bon, j'ai vu des commentaires là qui disaient Disney+. Ben, encore une autre belle série sur Disney+. C'est Petite The parenthèse, Bear. c'est Star qui produit, c'est pas Disney. Ouais, mais Ouais. c'est chez Disney+, ok? C'est chez Disney+, que j'ai regardé. Donc, du coup... Alors, The Bear, en fait, il y a 2 saisons. So far, il y a que 2 saisons. 18 épisodes à peu près. Si vous avez des problèmes sévères tels que l'anxiété, ou dépression, etc., cette série est faite pour vous. Et si vous aimez la cuisine, en général? Non, en fait, non. Ah. En fait, je me rappelle mon premier épisode de The Bear. J'ai dit à Cédric, je peux pas, ça crie trop. Les 2 premiers épisodes criaient, mais beaucoup trop. En fait, l'histoire se passe... où ça? Washington. Oui, à Washington, en Amérique, là, le grand pays là-bas. Et en fait, Carmen, il Le meilleur reprend... chef du monde. Le meilleur chef du monde. Ouais, c'est ça, ouais. il est le meilleur chef du monde. Et en fait, après la mort de son frère, donc c'est après un événement très tragique dans sa vie, qu'il revient pour s'occuper du business de son frère. Son frère a un bif, une sandwicherie en fait. C'est ça, non? Oui, exactement. Ça fait penser à la pire sandwicherie que vous pouvez avoir dans le pire coin de la ville, quoi. Ouais, ben c'est Ouais. un peu ça en fait. Et il veut reprendre cette sandwicherie et
au début essayer de faire que le bateau il coule pas, mais après dans un deuxième temps c'est dans l'idée en fait de faire son propre restaurant. Donc The Bear, on suit vraiment l'ascenseur émotionnel que vit Carmen dans son quotidien. C'est vraiment un ascenseur émotionnel entre les crises de panique, all the panic attacks that he got, et puis tu as les chaos in kitchen, quoi. c'est le chaos dans la cuisine où tu as le chef et puis ils se crient tous dessus. Et en fait, Hell's Kitchen, c'est ça? C'est ça, ouais. c'est exactement ça. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant dans The Bear, c'est que des personnes qui travaillent dans la restauration se retrouvent en fait dans cette série qui Ils ne devraient pas regarder ça. non mais qui devrait en fait regarder la série. Moi je dis parce que non, cette histoire n'est pas une histoire vraie, mais c'est une histoire qui puise beaucoup de la réalité de la vie en cuisine, et ça c'est vraiment, ils ont hyper bien fait le truc. Et en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série-là, c'est que on voit vraiment l'évolution de chaque personnage. Exact. C'est pas un personnage principal et puis tu as les personnages secondaires et autres. Non. Chaque personnage a son histoire, a sa place. En fait, c'est surtout dans la saison 2 qui prennent le temps en fait d'explorer l'univers de chaque personnage. On voit vraiment l'évolution entre celui qui rêve, je ne vais pas trop spoiler, mais celui qui admire en fait un peu Carmen de loin et qui cherche un peu dans ses livres de recettes, qui essaye de tester des trucs pour finalement aller dans un super restaurant, apprendre. Bref, ils sont tous là. Il y a un peu d'orgueil, beaucoup d'orgueil en fait, mais avec ce désir caché d'apprendre, de se surpasser, de devenir meilleur. Et ça, c'est Marie top. C'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Moi, un personnage avec qui j'ai eu beaucoup de mal, c'est Sydney. On va dire que c'est la plus faible, on va dire. Pas la plus faible, mais... C'est un personnage qui m'agace beaucoup. Oui, voilà. Elle est très agaçante, en fait, parce que c'est le genre de personnage qui essaye de cut short pour avoir ce qu'elle souhaite et qui n'accepte pas toujours de faire le long chemin, de souffrir, etc., etc. Donc ça, c'est un peu le personnage qui... Vilain petit canard. Ouais, non, pas trop vilain petit canard, mais j'ai vraiment du mal avec elle. Et puis, en fait, et puis il y a cette relation un peu bizarre entre elle et Carmen qui... c'est un peu... C'est ambigu, tu sais pas ce qui se passe au fait. C'est un peu ça peut être ambigu par moment. Ouais. C'est vraiment... Moi, ça me mettait un peu mal à l'aise. Et puis, il y a l'épisode, franchement, l'épisode... 6. Je sais pas quel numéro, c'est l'épisode de Noël, là. C'est ça, l'épisode 6. Ah, c'est l'épisode 6. De la saison 2, ouais. C'est saison 2, épisode 6. Les gars, je vais m'arrêter presque là. Mais franchement, The Bear, c'est une série à voir. C'est pour moi la série du moment. Bon, la série du moment, Infini, un peu fake. Mais non, c'est une demi série de l'année. Ouais, il faut binge-watch le truc, là. Parce que, ouais, c'est beau. J'aime beaucoup. Et puis, Carmen, il a de jolis petits corps, là. N'est-ce pas? Ouais. Beau gosse, Carmen. Franchement. Bon, si tu l'as aimé dans The Bear, il y a son prochain film qui sort là avec Zac Efron. Il y aura le prochain film avec Zac Efron. On a vu la bande-annonce. Iron Claw. Yes. Et du coup, ça parle d'ours ou pas du tout? Alors, fun fact. Dis pas plus. Fun fact. Premier épisode. Les premières secondes du premier épisode. On s'arrête là. On s'arrête là. Allez, j'arrête de causer. The Bear. The Bear. Merci Anaïs. Et franchement, The Bear, c'est vrai, on l'a regardé ensemble. Au début, c'est vrai que c'est un peu dur à rentrer dedans parce que voilà, tout le monde se crie dessus, etc. Mais après, l'histoire, elle est passionnante, quoi. C'est génial. C'est une série à voir à tout prix. Et moi, je pense que pour ceux qui aspirent à devenir chef, qui veulent être en cuisine, etc., ben, ça vous montre un peu l'envers du décor. Et je peux vous dire que voilà, ben, c'est un métier qui peut être difficile, mais avec beaucoup de persévérance, beaucoup de courage, ben, vous pouvez accomplir des merveilles, quoi.
Et pour finir, on va dire que ceux qui aiment regarder Cauchemar en cuisine, ben c'est dans le milieu à côté. Ouais. C'est vrai. Et puis, juste Un grand homme l'a dit un jour, where's the raw sauce? Juste une dernière parenthèse par rapport à la série, c'est la manière dont ça a été filmé. J'ai limite envie de dire chorégraphié. Tout tourne, c'est une vraie danse en fait quand on regarde l'épisode où Richie c'est un super épisode, et ça. C'est un super épisode. se former aussi. Et même dans la cuisine, quand ça tourne, quand ils sont au feu au moulin. Franchement, c'est... Ouais. À voir. C'est jouissif. En fait, c'est un roller coaster ride émotionnel qui monte en puissance. Ouais, non, ça explose, ça explose. Ben, merci Anaïs. Je pense que ceux qui l'ont pas encore vu, tu leur as donné envie de découvrir la série. Et moi aussi, Movie Sensei, pareil, on recommande à 100%. En plus soir, à 100%. Ouais. Je vais voir ce soir pour savoir ça parle de quel ours. Tu vas voir, tu vas binge-watch la première saison, les 8 épisodes, tu vas binge-watch d'un seul coup. Ouais. Ben, du coup, Aldo, L'essayer, c'est l'adopter. tu nous parles de quoi ce soir? Ce soir, c'est un coup de cœur, coup de gueule. Parce que, c'est un coup de cœur qui m'a fait, du coup, avoir un coup de gueule envers moi-même. Parce que Oh là là. je suis de retour dans un petit... un péché mignon. Pas un péché mignon, c'est un plaisir coupable. Je suis un petit peu de retour dans l'univers des gacha games. Ouais, c'est pas la joie, ça fait pas plaisir. Mais bon, je mets plus de sous dedans. Ça c'est déjà bien. C'est une bonne nouvelle déjà. Donc, pourquoi coup de cœur? Il y a un projet qui va sortir bientôt, qui est intitulé Project Mugen pour l'instant. Mugen comme japonais pour infini. Je me souviens bien de mon italien. Project Mugen, c'est ce que beaucoup de gens qualifient comme étant le Genshin Killer. Pourquoi Genshin Killer? Oui, c'est Beaucoup d'ambition. C'est ambitieux. À chaque fois qu'un gacha game qui ressemble énormément à Genshin sort, on se dit, est-ce le Genshin Killer? Et jusqu'à présent, pas de Genshin Killer. Tower of Fantasy s'y est essayé, plutôt ambitieux, mais ça s'est plutôt planté, on va dire. Manque de polish, manque de personnalité chez les persos. Donc, quand tu joues à un jeu où le but est de collectionner les personnages, si les personnages sont fades et n'ont pas de personnalité, c'est un petit peu bête. Par contre, Project Mugen, il sort de nulle part, dévoilé à la Gamescom, et tout de suite dévoile son système de déplacement, on va dire. Si je te dis, Nicolas, tu prends un gacha game comme Genshin, mais tu lui donnes le système de traversal, comme on dit, de Spider-Man. Tu vois un petit peu? Oh. Donc tu sautes d'immeuble en immeuble, tu as bien sûr le web slinging, comme on dit en anglais, et un niveau de liberté au niveau du mouvement, tout en ayant ce côté bien animé, bien kitsch, bien propre à Genshin Impact. Ok. Déjà, ça donne envie. Bon, perso, parce que j'ai adoré le système de déplacement de Spider-Man, qui est jouissif. Et en même temps, ça frappe dans tous les bons côtés, parce qu'il y a l'aspect gacha. Là où ça me donne encore plus envie, c'est que justement, ce sont des développeurs Naked Rain, publiés par NetEase. NetEase qui est responsable pour les adaptations mobiles des jeux Blizzard. Alors tout de suite, ça fait un petit peu tiquer. Diablo Immortal, ça fait tiquer. Ça fait pas trop tiquer quand même. Ça fait pas trop tiquer parce que quand tu y penses, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu, mais c'est un juste... très mauvais système de monétisation. Exactement. Ouais. Mais Naked Rain a dévoilé beaucoup plus de footage récemment, dont il y a quelques semaines de cela. Je l'ai vu hier et ça a un petit peu renouvelé mon envie de me replonger dans les gacha games. Du coup, je suis retourné vers Genshin Impact. Je suis retourné vers Honkai Star Rail, qui est un des spin-offs de Hoyo, MiHoYo, qui est connu pour Genshin Impact justement. Et j'ai eu un petit coup de cœur, coup de gueule. Je me suis dit, je reviens dans cet univers gacha, mais en même temps, je redécouvre de nouveaux univers parce que Genshin a eu droit à de nouvelles expansions depuis. Il y a eu Sumeru que j'ai pas joué. C'est une expansion un petit peu désert, un peu Arabie. Tu as eu l'expansion Fontaine, qui est un petit peu steampunk. Tu vois les steampunk la semaine dernière.
mais ils le font super bien. Et MiHoYo, s'il y a une chose qu'on ne peut pas les reprocher, c'est le niveau de world building, c'est le niveau de polish, c'est le niveau de tout ce qui est aspect artistique vraiment. Ils peuvent créer des mondes qui t'accrochent et des personnages aussi, tout aussi attachants. Mais Project Mugen, je donne un œil là-dessus. On n'a toujours pas de date. Mais si vous voulez mon avis, ils sont bien lancés pour être probablement le Genshin Killer. Ouais. Faut voir. De l'envie, là. Ouais, allez, je vous dis, allez voir le trailer, le trailer. L'univers fait un petit peu urban style. Donc, pour ceux qui connaissent les Jet Set Radio, c'est ce genre d'univers-là, donc un petit peu plus moderne. Autant aller sur quelque chose que les autres ne font pas, quoi. Spécifiquement, parce que Tower of Fantasy a essayé et c'est un petit peu raté, mais franchement, Project Mugen, moi, j'ai hâte. Mais tu parles de projets ambitieux et dans la semaine là on parlait d'un jeu justement. Ouais. Crimson Desert. Ouais. Qui en fait tu m'as fait découvrir le trailer. Moi en fait je me suis rendu compte que sur mon Steam, Black Desert c'était un des jeux que j'avais le plus joué en nombre d'heures. Et quand Aldo me fait découvrir Crimson Desert, je me dis mais oh my god, j'ai hâte que le jeu il sorte. Très ambitieux. J'espère juste qu'ils vont pas se cloire. Ça fait un peu peur. Ouais. Non mais franchement je pense pas. Je pense que parce que quand tu as joué à Black Desert, tu vois quand même que le jeu il est très bien. Donc ils sont obligés de faire mieux pour le prochain quoi. Donc on se dit moi je dis 2025, elle dit peut-être un peu après. On dit 26 Mais qu'ils prennent leur temps. Sortie, donc aucune date, non mais qu'ils prennent leur temps quoi parce que franchement il a l'air trop bien. Pour ceux qui nous ont montré, ils ont mis l'eau à la bouche carrément là. Ils ont pas été là à se rater là, franchement. Ouais. Donc voilà, écoutez, merci à tous pour ces partages. Ben, tu parais en colère, Ben, qu'est-ce qui arrive? Non, je suis en train d'attendre. Je suis là, je me dis, il faut que j'aille regarder ces trailers là. Ouais. On t'envoie les trailers plus tard, t'inquiète. Donc voilà, merci les amis pour ce nouveau podcast. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, donc 19h30. On sera toujours ici à Cyberroom, donc merci à Cyberroom de nous accueillir. Donc si vous connaissez pas Cyberroom, c'est le nouveau cybercafé qui est à Rosehill. Donc on est en train de faire revivre toute une culture ici là. Il y a aussi des consoles. Hein. Voilà, il y a des consoles, il y a 10 PC qui sont hyper performants pour jouer tous les derniers jeux compétitifs, ou même si vous voulez jouer à des jeux que vous avez sur vos comptes Epic, Steam, etc. Ils ont une super connexion Internet. Vous pouvez télécharger le jeu et le jouer sur des PC hyper performants. Donc, merci à Cyberroom. Merci à vous, les amis, pour cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure. 19h30. Ciao. Même heure. 19h30. Allez, ciao. Bye. Bye.